Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores avec le menu crowdfunding numéro 139, l'émission dans laquelle je vous présente l'essentiel des nouveaux projets de financement participatif de jeux de société sur Kickstarter, GameFound et compagnie. Et l'objectif, cette semaine, je sais pas si on va réussir, mais l'objectif c'est de faire le menu le plus court de 2024. Le plus court, j'ai checké avant d'en tourner la vidéo, c'est 46 minutes. Je vais essayer de faire moins que ça. Et l'objectif, en réalité, il sert à rien. Hein. C'est pas parce que je dois terminer plus tôt que les autres semaines, parce que je suis occupé ou que ce soit. Non, c'est juste que c'est l'aspect un peu ludique. Parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent cette semaine. Il y a 2-3 projets par-ci par-là qui sont intéressants. Il y en a un qui pourrait faire parler pour d'autres raisons également, mais qui est intéressant aussi fondamentalement. Mais globalement, il n'y a quand même pas grand-chose. Il n'y a pas masse en termes de quantité. Il n'y aura pas de dessert cette semaine non plus. Et du coup, le seul truc pour aller apporter un petit peu de sel à ce menu de cette semaine, je me suis dit que c'est de faire le menu le plus court qui soit pour cette année 2024 en tout cas. Et du coup, cette introduction beaucoup trop longue va pas trop m'avantager dans cette mission que je me suis fixée pour aujourd'hui. Mais bon, on verra bien où ça nous mène. Du coup, les 3 parties habituelles, entrée, plat, dessert, par ordre croissant de intérêt, subjectivo-objectif, mais je vous l'ai déjà dit, il n'y aura pas de dessert cette semaine. On y va. Bon, si vous êtes des habitués du menu crowdfunding, vous reconnaîtrez la palette graphique, la présentation habituelle de Compass Games, cet éditeur qui nous pond quasiment que des jeux de société de wargame, on va dire de jeux de guerre, et c'est une fois encore le cas avec Zeppelin Raider Second Edition, 140 contributeurs, le projet est financé avec près de 11 000 € d'engrangés 9 jours avant la fin de la campagne, comme date pas de VF, mais bon, si vous êtes amateur de wargame, sachez que ça pourrait potentiellement vous intéresser, surtout si vous êtes amateur de jeux solo, parce que oui, c'est un solo only, un joueur, 14 ans et plus, complexité médium, moyenne, 2 à 3 heures de partie tout de même, donc il faut quand même pouvoir le sortir, et c'est comme d'habitude pour beaucoup de wargames, pas tous fort heureusement, mais quand même pour beaucoup de wargames, c'est assez moche, voilà, c'est pas très joli, mais que voulez-vous, c'est un petit peu le seul genre de jeu de société qui pardonne encore pas mal le côté un peu moche et marronasse des jeux. Voilà pour ce qui est de Zeppelin Raider, donc le nouveau jeu de Compass Games, son 79e projet sur Kickstarter, c'est au moins le 5e cette année. 104 contributeurs, donc 9 jours avant la fin de la campagne pour Zeppelin Raider. Bon, on reste dans le champ lexical de la guerre, hein, même pas le champ lexical en fait, c'est même la catégorie du jeu de guerre en réalité, avec Bots on the Ground, les bots sur terre, poser les bots à terre sur un autre pays, sur un autre théâtre d'opération guerrier, avec des belligérants différents du jeu précédent, ceci dit, un peu plus moderne. Je crois qu'on parle plutôt de guerre un petit peu en Moyen-Orient ici. Si mes souvenirs sont bons, j'ai checké un petit peu la page avant-hier, mais entre-temps j'ai un petit peu oublié. Mais bon, en gros, c'est un jeu qui est sorti déjà en 2010 et qui connaît une réédition avec une refonte un petit peu visuelle pour être encore plus beau qu'avant. Bon, vous le voyez, c'est toujours aussi moche quand même. Hein. Mais bon, c'est un wargame, c'est comme ça, c'est souvent moche. Encore, hein, je viens de le dire à l'instant, je le répète à nouveau. Ceci dit, les cartes, elles, bon, sont pas vilaines. C'est pas joli non plus, pour être tout à fait honnête, mais bon, ça fait le job, quoi. Mais bon, encore une fois, donc un jeu de guerre avec différents types d'unités, à vous de voir si vous êtes intéressé par 2 jeux de guerre la même semaine potentiellement. Si vous êtes amateur de wargame, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce qu'à chaque fois que je parle de wargame dans le menu crowdfunding, je me retrouve avec 0 commentaire sur les jeux en question, sauf Anto, parce que Anto est connaît tous les jeux, bien évidemment. Mais ouais, je serais curieux de voir s'il y a des amateurs dans le menu crowdfunding, dans les spectateurs du menu crowdfunding, parce que je pense qu'en réalité, il n'y en a pas parmi ceux qui suivent le menu crowdfunding pour une simple et bonne raison, c'est que la communauté des wargames, à mon avis, a ses propres youtubeurs, entre guillemets, ses propres créateurs de contenu, et je pense que la nôtre, Xavier, même est plutôt centrée sur les jeux de société à proprement parler, même si c'est une sous-catégorie de jeux de société, le jeu de guerre, mais du coup je pense pas qu'on ait tellement de viewers, d'abonnés, qui soient vraiment fans de ce genre de jeu-là. Quoi qu'il en soit, si vous voulez le jeu éventuellement, c'est 64$ pour l'édition de base de Bots on the Ground. Non, c'est l'édition Deluxe même, mais apparemment c'est le premier niveau de pledge qu'il y a dans cette campagne. Donc voilà pour Bots on the Ground, pour 1 à 3 joueurs, pour 30 à 60 minutes la partie, 260 contributeurs pour l'instant, c'est quand même plutôt un bon résultat, 15 jours avant la fin de la campagne et près de 20 000 € d'engrangés. Un petit jeu coopératif pas inintéressant si vous êtes amateur de deck building et de jeux coopératifs que vous pourriez potentiellement jouer avec
un enfant, votre enfant, un neveu, je ne sais pas. Avec ici Incubo sur GameFound actuellement, c'est l'œuvre de Mojito Studios, le nom me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'ils avaient fait avant? Mystery of the Abbey. D'accord, c'était eux qui avaient fait ça? Ok. Lost Code, c'était eux aussi ça? Ok. Ok, ok. Bon, pas inintéressant sur le papier. Et donc Incubo, je le disais tout à l'heure, c'est un jeu de deck building, multijoueur, enfin multijoueur, c'est jouable jusqu'à 2 en gros, hein, mais coopératif, en deck building fondamentalement, avec des illustrations assez particulières, on peut apprécier ou ne pas tellement apprécier aussi, hein. Je pense que ce sera en fonction des personnes qui se ramènent d'y jouer. Je suis pas très fan pour ma part de la DA, mais bon, comme c'est ouvert à un public aussi relativement jeune, peut-être que du coup c'est un peu plus accrocheur avec ce type de public-là que ça ne peut l'être avec moi. Je suis pas hyper convaincu, mais bon, en tout cas, vous vivez une petite aventure avec donc, votre personnage principal et votre petit chat. Vous voyez que certaines cartes sont même double face et donc auront des fonctions différentes en fonction de la personne qui le joue. Est-ce que vous incarnerez le chat ou le petit garçon? Lequel de ces deux personnages va jouer la carte en question? Et pourquoi ce sera plus intéressant avec tel ou tel personnage? Voilà, à voir, ça peut être assez intéressant sur le papier. Je ne me suis pas penché outre mesure sur les règles parce que le projet m'intéresse pas fondamentalement tant que ça et il n'y a pas de VF non plus, donc même si un jour je voulais potentiellement jouer à ça avec mon fils par exemple, bon, ce serait un peu compliqué, même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de texte en fait sur le jeu en lui-même, donc ce serait pas tellement gênant en réalité, mais bon, je ne suis pas tellement intéressé non plus par l'aspect visuel, donc bon. Sachez, vous pouvez aussi le tester sur Tabletopia pour ceux que ça pourrait intéresser, et pour ce qui est des pledges, vous en avez un pledge de base à 25$, et ensuite vous pouvez augmenter un petit peu la qualité de la production, par exemple avec des sets 2D pyrogravés, j'ai l'impression, à 40$, ou aller faire un petit pledge, un petit peu mécénat à 60$ en obtenant quelques petits bonus de 6$ en plus, ce genre de petites choses par-ci par-là. Voilà pour ce qui est de Incubo, et je crois que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est pour donc 1 à 2 joueurs pour 45 minutes la partie, et c'est donc pour du 10 ans et plus, donc relativement familial. 5886$ d'engrangés pour l'instant, le jeu est donc financé avec à peine 100 backers, 19 jours avant la fin de la campagne. Celui-ci pour le coup, le nombre de backers derrière le projet m'étonne un petit peu, parce que Roxy's présente plutôt pas mal, visuellement il est plutôt joli, sans être non plus ébouriffant, sans être époustouflant, il est plutôt joli, il reprend une thématique certes un petit peu usée jusqu'à la corde, mais toujours aussi populaire qu'est celle des pirates, des navires, et il semble le faire de manière plutôt sympa. Sur le papier, le jeu semble plutôt intéressant. Bon, vous incarnez des pirates avec bien sûr des personnages asymétriques, des capitaines pirates légèrement asymétriques. Vous allez devoir partir à la conquête de différents trésors. Vous allez devoir, comment dirais-je, emboutir d'autres bateaux qui transportent des marchandises pour les voler, mais c'est pas le terme que je cherchais, mais ouais, bref, attaquer, assaillir des bateaux de commerce pour leur voler leur cargo, leur cargaison. Vous pourrez aussi recruter de nouveaux personnages pour venir enrichir votre équipage toujours plus efficace. Vous avez un petit détail ici hein, avec le capitaine, donc vous devrez décider d'un plan, d'un trajet, disons. Vous devrez ensuite chercher des trésors, vous devrez potentiellement aussi vaincre des adversaires, que ce soit des adversaires humains ou des monstres tels que le Kraken ou le Flying Dutchman, ce vaisseau fantôme légendaire. Vous pourrez donc, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'espèce de deck building, un petit peu recruter de nouveaux membres d'équipage pour le rendre toujours plus efficace. Vous pourrez aussi upgrader les différentes parties de votre navire pour le rendre encore plus efficace, etc. etc. Et puis celui qui à la fin a le plus de réputation l'emportera. Bon, ça a l'air d'être extrêmement classique, certes, mais ça a l'air d'être relativement efficace, c'est plutôt joli. A vous de voir si potentiellement après un test sur Tabletop Simulator vous seriez suffisamment conquis pour éventuellement aller chercher un petit bac chez Roxy's, ce qui est en plus le premier projet de Mighty Paladin Games, donc de Josiah Schwartz, qui nous vient des États-Unis. Voilà donc pour ce qui est de Roxy's, qui pour l'instant fait un résultat un petit peu médiocre, mais il y a encore un peu moyen d'aller chercher un financement malgré tout à 20 jours de la fin de la campagne.
Pas mal de petits projets cette semaine, en voilà un autre avec Treasure Goblins, j'ai dit Globins, non Goblins, 114 contributeurs pour l'instant, près de 8000 € d'engrangés, mais pour l'instant c'est pas suffisant, il faudra aller chercher 11 700 € pour espérer financer, 23 jours avant la fin de la campagne, ça semble encore faisable. C'est pour 8 à 99 ans, la palette est large, c'est pour 1 à 4 joueurs et pour des parties de 30 minutes, voire un petit peu plus de 30 minutes. Et vous allez ici incarner des gobelins. Et bien sûr, comme le nom l'indique un petit peu, Treasure Goblins, vous allez partir à la recherche de différents trésors. Mais bien sûr, tout ne va pas se passer selon vos desiderata. On va bien sûr avoir des bâtons dans les roues de par les autres joueurs autour de la table, notamment, et par exemple aussi par des personnages présents dans le jeu que vous pourrez espérer vaincre pour choper leurs trésors. Et au-delà de ça, c'est aussi un jeu de polyomino. Vous allez recevoir différentes petites tuiles façon Tetris avec différentes gemmes, différents trésors qui se retrouvent dessus. Et vous allez devoir remplir votre sac, sauf que le sac ne peut contenir qu'une certaine quantité de trésors. Et il n'a aussi qu'un espace, disons, limité. Et ce qui fait que, en fonction de ce qui va se dérouler au cours de la partie, vous allez potentiellement dépasser la charge autorisée ou faire craquer le sac parce qu'il n'y a juste plus assez de place. Voilà, et puis à la fin, j'imagine que, si je me souviens bien, celui qui a le plus de trésors, en gros, l'emporte, si mes souvenirs sont bons. C'est pas un jeu coopératif, en tout cas pas dans mes souvenirs. Languages, oui, c'était pour vérifier. Effectivement, on aura apparemment du français. Pour ce qui est d'une version PDF, à mon avis, je doute que la version française soit incluse directement dans le jeu, mais à mon avis ce sera en PDF. Mais bon, c'est toujours bon à savoir. Pour le premier projet de Big Monster Games, qui pour l'instant a recueilli donc 114 bacs, 23 jours avant la fin de la campagne, ça devrait pouvoir financer, encore une fois, sans être tout à fait vilain en termes de l'aspect visuel pour ce qui est de la boîte en tout cas. Le reste est quand même pas super joli, mais bon, ça peut être un jeu tout à fait sympa à voir. Voilà pour ce qui est de Treasure Goblins. Bon, celui-là en vrai, j'en parle parce que c'est un projet japonais, vite fait, et parce qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent déjà cette semaine, mais My Town, c'est le gros bid. 10 contributeurs seulement. 26 jours avant la fin de la campagne, 10 contributeurs pour un tout petit éditeur comme ça veut dire au plus la moitié c'est sa famille ou ses potes. Moyen bof. Ça nous vient de Kagawa. J'ai habité pas loin de Kagawa pendant un an, il y a environ 12 ans déjà, le temps passe vite. Et donc c'est My Town, petit jeu de construction de ville relativement moche. Il faut quand même l'avouer. C'est un bon petit fumet de jeu amateur pour lequel vraiment Kickstarter est là. C'est un petit peu pour ça que Kickstarter est là, pour ce genre de jeu là aussi. Mais c'est vrai que maintenant les standards ont quand même pas mal changé. Il n'y a pas si longtemps, Mbappé disait que le football il a changé. Et ben les jeux de société ils ont changé aussi. Les standards visuels sont plus exactement les mêmes. Et il faut dire que quand même My Town est quand même assez vilain. Bon, les cartes, pour à la limite, pourquoi pas, mais le reste c'est quand même un petit peu vilain, il faut être quand même tout à fait honnête. Ça reprend un petit peu aussi certains mécanismes de mini-ville, donc du coup en soi c'est pas spécialement très novateur non plus, mais bon, c'est pour 2 à 4 joueurs, pour 40 minutes la partie, pour 6 ans et plus, donc un jeu très familial, très accessible. Voilà, à vous de voir si potentiellement ce petit My Town pourrait vous intéresser. Pour l'instant il y a 10 contributeurs, est-ce qu'ils sont tous du Japon ? Juste par curiosité, ah non, il y a quand même 2 pécores aux États-Unis qui se sont jetés dessus. Sinon, c'est quand même principalement du Japon, avec 5 personnes à Okayama. Ça sent la famille, ça quand même, ça sent la famille. Parce qu'Okayama, c'est tout petit en plus. Voilà, pour ce qui est en tout cas de My Town actuellement sur Kickstarter, avec 10 contributeurs seulement, on est quand même très loin du seuil de financement, alors qu'il est pourtant très bas. Avec Rogue Seas, tout à l'heure, on parlait des pirates, on repart un petit peu sur les mers avec cette fois-ci Tales of the Sea, qui est un jeu de pirates aussi, mais avec des chiens. Voilà, c'est des chiens pirates. Voilà. C'est pour l'instant à 50 contributeurs, mais c'est suffisant parce que il s'agit d'un PNP, d'un print and play. Alors là, vous vous dites pourtant, il y a du matos, il y a même des tokens et tout. Donc, est-ce que c'est vraiment un print and play? Ben oui, c'est la version print and play parce que en fait, le projet Tales of the Sea, of the Seas, j'ai oublié c'est du pluriel, of the Sea, avait déjà connu une première campagne qui s'était un petit peu rétamée. À l'époque, ça s'appelait Pugly Pirates. Et ça n'avait pas financé, enfin si, ça avait financé, vous le voyez, 165%, mais
l'auteur avait quand même annulé la campagne. Bon, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Il y avait 83 contributeurs à l'époque, c'était financé, mais il avait préféré annuler malgré tout, parce que peut-être, en fait, encore une fois, hein, comme une fois n'est pas coutume, les seuils de financement sont pas toujours honnêtes, sont même assez loin d'être honnêtes, et du coup, bah là, ça lui a juste pas suffi, en fait, et donc il avait préféré annuler. Et il nous revient avec un titre différent, mais c'est le même jeu, Tales of the Sea, et non plus Pug of, je sais plus quoi, j'ai déjà oublié, ça m'a pas marqué. Pour l'instant, on n'a quand même pas des masses de contributeurs, hein, moins que la première campagne d'ailleurs, mais c'est du PNPI, donc ça finance. À 27 jours de la fin de la campagne, on a un jeu qui vous propose une expérience compétitive ou coopérative également, ainsi qu'un mode solo, et il y aura plein de petits mécanismes tels que du pick up and deliver notamment. Il y aura aussi potentiellement des petites... comment dirais-je, des petites trahisons par-ci par-là. Il y aura quelques petits modules qui vont peut-être aussi modifier un petit peu le gameplay d'une partie à l'autre. Bon, ça n'a pas l'air foufou, hein, pour être tout à fait honnête, mais bon, c'est un petit projet qui pour l'instant en tout cas est financé, même si bon, ça ira pas très très loin, et on n'en entendra certainement plus jamais parler. Ça ne restera pas dans les annales de Kickstarter, mais ça a le mérite d'être financé encore une fois. Mais la première fois ça avait déjà été financé, puis annulé, mais là c'est un PNP, ça devrait aller jusqu'au bout. 50 contributeurs, 400 € d'engrangés pour Tales of the Sea en version PNP exclusivement. Il y a 1 ou 2 semaines, on avait déjà parlé d'un projet adjacent jeu de société pour des rangements dans des Kallax. Et ben, rebelote, du coup, avec cette fois-ci Cubestacker. Alors j'ai oublié le nom de l'autre projet dont on avait parlé il y a 1 ou 2 semaines, mais bon, c'était un truc un peu similaire, qui permettait de faire des étagères au sein de vos étagères, c'était quand même très très méta. Bah, c'est en fait un peu la même chose avec Cubestacker Insert, qui pour l'instant prend pas son envol, hein, très clairement. On va aller stacker ce projet dans les tréfonds de Kickstarter et l'oublier assez rapidement. D'ailleurs je suis étonné que ce ne soit pas encore complètement juste annulé et enterré, parce que avec 38 contributeurs et oui, c'est même pas 10% du seuil de financement atteint pour l'instant. Ça vend pas du rêve et ça donne pas envie, quoi. Donc, à la limite, faites une vraie campagne de com au préalable et relancez le projet en 6 mois, 1 an, parce que là, c'est un peu craignos. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, entre contributeurs, il y a quand même très peu de chances que ça finance, donc on va pas passer trop de temps, mais encore une fois, une solution de rangement pour vos Kallax, en évitant que les jeux se retrouvent vraiment les uns sur les autres, et qu'ils appuient de tout leur poids sur les jeux qui sont en dessous d'eux. Là, ils seront séparés, ils ont chacun leur propre petite étagère au sein de l'étagère. Voilà, mais pour le reste, c'est un peu la même chose que le projet donc, que j'ai présenté il y a 1 ou 2 semaines, j'ai oublié, pour un prix relativement similaire, qui peut aller de 15 €, mais vraiment c'est... pour un cube quoi en gros, jusqu'à des trucs assez costauds en termes de prix. Ça peut monter à 200 $ pour 25 cubes de Kallax en gros quoi. Voilà pour ce qui est donc de Cubestacker Insert, 38 contributeurs, 1300 € d'engrangés seulement, 28 jours avant la fin de la campagne. Ça ne suffira clairement pas pour aller chercher un financement. Là c'est atterrissage forcé sur les gencives. Et du coup, Cubestacker, c'était la dernière entrée de la semaine. On va enfin pouvoir entrer dans les plats principaux, hein. À défaut d'avoir des desserts cette semaine, on aura au moins quelques plats principaux relativement intéressants. On y va tout de suite. Premier plat principal de la semaine, il s'agit de Unstoppable, un jeu de card crafting. Et qui dit card crafting dit souvent John D. Clair derrière. John D. Clair qui est entre autres le papa de Mystic Vale ou encore de ce jeu de pirate dont j'oublie toujours le nom, mais ça tombe bien parce que c'était déjà Renegade Studio qui était derrière le projet en question, donc on va le retrouver facilement. Il s'agissait Ah non, c'était peut-être même pas Renegade en fait. Waouh, je me suis gouré, c'était pas Renegade, excusez-moi. Renegade qui est celui-ci dit un éditeur bien connu, et ils ont lancé le projet Unstoppable dans la même gamme que Wreckland Run, donc les jeux solo, même si Unstoppable n'est pas uniquement solo. Mais donc, après m'être un petit peu mélangé les pinceaux, John D. Clair, ce fameux jeu de pirate, c'était quoi déjà? Parce que sinon ça va me triturer le cerveau pendant 3 heures, et j'ai pas envie. Donc, on va aller jusqu'aux auteurs. Meet the Team, voilà. Alors c'était quoi? Space Dead Reckoning, voilà, Dead Reckoning que je vois ici. Qui pour le coup a l'air vraiment sympa. Bref, c'est l'auteur de Dead Reckoning, Mystic Vale, entre autres, donc un peu le créateur de ce système du card crafting, dans lequel vous avez une carte de base et vous allez y ajouter d'autres cartes en superposition pour créer des cartes de plus en plus puissantes. C'est une sorte de deck building, sauf que ce n'est pas votre deck que vous allez agrémenter de nouvelles cartes, mais vos cartes que vous allez faire progresser avec d'autres cartes en superposition. Et donc, il réutilise un petit peu ce modèle
sous un format un petit peu différent dans Unstoppable. 1600 contributeurs pour l'instant, 100 000 € d'engrangés. Le projet est plutôt en bonne forme, 12 jours avant la fin de la campagne. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était déjà sous la gamme Solo Hero Series, comme Raglan Run ou comme d'autres jeux de Runit Game Studio, qui a donc vraiment une palette de jeux solo assez large désormais. Ceci dit, même s'il est sous la gamme Solo Hero Series, vous le voyez, c'est pour 1 à 2 joueurs, donc vous pourrez le jouer éventuellement en coopératif à 2 joueurs. C'est pour 14 ans et plus, et c'est pour des parties de 30 à 90 minutes, un peu large en termes de fourchette, hein, ceci dit. Et donc on est sur une expérience de roguelike, Momentum Deck Builder, donc deck building avec un aspect de roguelike, avec des boss, des combats de boss on va dire. Vous aurez différents héros qui seront asymétriques bien évidemment, et puis les boss également seront asymétriques, et vous allez devoir faire du combat de boss avec donc ces fameuses cartes que vous pourrez faire progresser en cours de partie, sauf que cette fois-ci ce ne sont pas des cartes dans des protège-cartes, dans des sleeves, derrière laquelle vous allez ajouter d'autres cartes dans une sleeve, ce qui leur permet de loger les unes derrière les autres. Cette fois-ci, c'est des encoches. Vous voyez que les cartes sont en partie vides, ici sur le côté, et d'autres cartes vont simplement venir combler ce vide. Vous en avez quelques exemples, voilà, ici par exemple, on a des coches qui vont venir combler certains vides dans les cartes. On va voir des gifs qui vont vous désigner ça un peu plus précisément. Quoi qu'il en soit, qu'y a-t-il dans Unstoppable? Donc on a 12 personnages jouables, donc légèrement asymétriques. On aura bien sûr des cartes d'ennemis, des cartes de boss, des cartes de menaces également, plein de cartes pour aller justement faire du deck building ou du card building, du card crafting, allez nommer ça comme vous le voulez. Les cartes d'upgrade qu'on envoie ici, 46 cartes de boss, donc pas mal de rejouabilité potentiellement, des petits playmats, enfin c'est pas des playmats en néoprène, c'est juste c'est pas un tapis, mais c'est une sorte de mini plateau de jeu pour les potentiellement 2 joueurs autour de la table. Ensuite tout un tas de petits tokens en tout genre. Alors donc le how to play très brièvement, vous allez choisir parmi vos 4 héros. Alors c'était quoi les 12 cartes qu'on voyait tout à l'heure, parce que ça je me suis posé la question déjà tout à l'heure, 12 character cards, bah ouais mais du coup il n'y a que 4 héros. Est-ce que c'est juste le héros et son job, enfin son profil on va dire, est-ce qu'on draft un profil pour le héros en question, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y aura donc 4 héros disponibles. Ensuite vous allez choisir un boss que vous allez affronter dans cette partie. Ensuite il y aura donc du draft, vous le voyez ici avec donc les cartes qui vont venir compléter la première carte que l'on voit ici, et des cartes de upgrade avec donc du draft. Ensuite on va vaincre différents ennemis, différentes menaces, avec une gestion du timing qui est assez intéressant aussi, dans le sens où d'ailleurs le boss va progresser petit à petit sur une freeze et il va falloir réussir à le vaincre avant qu'il n'atteigne cette dernière case qui vous serait potentiellement fatale. Pas de VF je crois durant la campagne en tout cas, alors qu'il y en avait une pour Raglan Run, c'était une VF par Ori Games à l'époque si je ne me trompe pas. Mais je ne crois pas avoir vu, je ne crois pas avoir souvenir en tout cas, d'avoir vu une quelconque mention d'une VF pour celui-ci. Donc a priori, soit ce n'a pas encore été annoncé, soit ce n'est pas encore dans les projets d'un éditeur francophone. Quoi qu'il en soit, juste pour les prix, on l'a vu tout à l'heure, hein, on va retourner voir les pledge levels, mais c'est 60 $ pour le jeu de base, 75 si vous prenez un tapis de néoprène, pour augmenter un petit peu l'ergonomie on va dire, ou 2 tapis de néoprène si vous jouez en coop à 90 $, 100 $ si vous prenez les 2 tapis de néoprène, plus également, qu'est-ce que ça change, c'est plus les stretch goals, ça aussi. Bah écoutez, ici il y a 3 playmats, ok, 3 playmats au lieu de 2. Pour un jeu à 2 joueurs, je vois pas très bien l'intérêt, à moins de faire du 3e tapis, un tapis de souris, mais je vois pas très bien l'intérêt. Et comme maintenant on est dans les plats principaux de la semaine, on va aussi regarder brièvement le shipping, les frais de port. Vous regardez ici votre pays, par exemple si vous êtes en France ou en Belgique, c'est ici le groupe 3, 24 $ de frais de port pour un jeu qui est pas si gros que ça. Ça fait un petit peu cher quand même hein, pour l'Europe. Pour nous qui sommes au Japon, ce serait combien par exemple? Je ne sais pas. Je crois que nous on n'a pas droit au jeu. C'est essentiellement Europe, Amérique du Nord, j'ai l'impression. Ah non, Rest of Asia, on est ici. On est à 40 $. Ouh, comme nos Suisses d'ailleurs, nos amis suisses, nos amis canadiens également, 40 $ de frais de port, ça pique un petit peu. Donc pour Unstoppable, qui pour l'instant est donc à 1600 contributeurs, 12 jours avant la fin de la campagne, avis aux amateurs de jeux solo.
Bon, celui-ci pour le coup, malheureusement, j'aurais pas grand-chose pour le présenter, j'aurais pas grand-chose à vous en dire, parce que je connais assez mal Skytier Horde et qu'il ne s'agit ici que d'une extension. Donc je l'ai galéré un petit peu, mais donc il s'agit d'une extension quand même standalone. Vous pouvez y jouer sans le jeu de base donc de Skytier Horde, mais simplement Campaigns va vous ajouter du gameplay pour une expérience de solo ou de coop qui pourrait s'apparenter un petit peu à une expérience de TCG, donc de jeu de cartes à collectionner. Alors, on aura aussi des petites campagnes également, c'est un peu le titre aussi de cette extension standalone, hein, Campaigns, avec 4 jeux interconnectés pour une expérience un petit peu à façon roguelike, donc une expérience de sorte de donjon qu'on va enchaîner l'un après l'autre. C'est pour des parties très très courtes, ceci dit, 25 minutes la partie seulement, pour 1 à 2 joueurs, donc vraiment un petit jeu solo ou coop à 2, un petit peu comme le précédent du coup, avec ce thème un petit peu proche de ce qu'on peut voir dans des jeux vidéo pour le coup, hein, le roguelike c'est plutôt du vocable de jeux vidéo à l'origine. Comme pour le jeu d'origine Skytier Horde, c'est encore une fois plutôt très bien illustré. L'univers graphique de Skytier Horde m'avait pas mal marqué à l'époque parce que justement le jeu était très joli. Je crois me souvenir que Nyx avait fait une vidéo sur le jeu d'origine, mais pas pour ce standalone en tout cas, si mes souvenirs sont bons. Quoi qu'il en soit, Nyx ou pas Nyx, il y aura bel et bien une VF pour Skytier Horde Campaigns. Vous le voyez ici avec le petit drapeau. Et pour le reste, bah encore une fois, je vous l'ai dit, je ne saurais pas exactement vous présenter le jeu en détail. Sachez donc que ça s'apparente un petit peu à du TCG, du jeu de cartes à collectionner façon Hearthstone ou Magic, comme ils le disent eux-mêmes. Simplement, la différence, c'est que ce sera ici solo ou coop, sachant que eux-mêmes disent que en solo, c'est quand même bien plus sympa. C'est en tout cas le best player count, donc c'est mieux d'y jouer en solo que en coop en vérité, mais c'est jouable en coop si vous le souhaitez quoi en gros. Pour des parties relativement courtes encore une fois, hein, je répète. Et donc la gamme de Skytier Horde que l'on revoit ici au total avec Skytier Horde jeu de base, Monolith et Campaigns, donc un par an, de 2002 jusqu'à 2024. Y aura-t-il une nouvelle campagne en 2025? On verra bien, ça dépend aussi du résultat, et pour l'instant le résultat est plutôt très bon, avec près de 1500 backers, sur GameFound c'est pas mal, 155 000 € d'engrangés, 13 jours avant la fin de la campagne. Mais combien ça coûte, me demanderez-vous potentiellement? Et ben, on va aller voir ça tout de suite, mais d'abord vous voyez un petit peu ce que contient le jeu. C'est vraiment essentiellement des cartes, hein, pour le coup, on est vraiment sur un jeu simili-TCG, hein, donc bon, c'est relativement logique. On a aussi d'ailleurs un néoprène, et ça c'est quand même plutôt cool. Dans le pledge de base, pof, un néoprène, ça fait plaisir. Maintenant, donc les pledges disais-je, on y va. Avec le pledge que vous voyez ici, Campaigns Gameplay All-In, 49 $, et j'ai dit une connerie tout à l'heure, le néoprène n'est pas dans le jeu de base. Du coup, c'est un peu trompeur parce qu'on vous dit que what's in the box et vous voyez un néoprène, alors qu'en fait, le néoprène, il est peut-être pas dedans. Le néoprène, est-ce qu'il serait pas uniquement dans... Ouais, c'est un playmat, il est ici, c'est dans la Deluxe. Il est même pas dans la Deluxe, en fait, il est dans la New Players Deluxe. Peut-être parce que le Returning Players, ils ont déjà le playmat. Peut-être bien. Quoi qu'il en soit, le nouveau gameplay, donc pour ceux qui auraient déjà Skytier Horde ou Monolith, la campagne suivante, c'est 49,99 € pour tout le gameplay, toute la nouveauté en termes de gameplay. Ensuite, à 69,99 €, vous avez la totale pour ceux qui auraient déjà backé par le passé, qui sont donc des nouveaux, enfin des nouveaux, non justement pas des nouveaux, d'anciens backers, qui voudraient simplement eh bien, la nouveauté, mais sans forcément avoir la boîte de Skytier Horde Campaigns, mais simplement le matos qui pourra ensuite intégrer la boîte de Monolith. Oui, c'est ça, de Monolith. La boîte Deluxe de Monolith pourra loger cette extension. Donc en gros, vous n'aurez pas besoin de la boîte à proprement parler. Par contre, vous aurez des petits éléments de deluxification en plus, et puis des diviseurs de cartes de deck par exemple. Sinon, pour 190 $, vous aurez aussi donc le New Players Deluxe, avec plus de 1100 cartes au total, le playmat, des tokens deluxifiés dans tous les sens. Bon, par contre, ça coûte assez cher, mais il y a aussi max d'extension pour plus de rejouabilité. Sinon, vous avez le détail ici également. Pour chacun des pledges, à vous de voir, vous pouvez cliquer sur chacun des éléments qui composent les pledges. C'est toujours très bien fait de ce point de vue-là sur GameFound. Ensuite, pour ce qui est des
add-on ici, vous voyez que vous pouvez ajouter aussi du lore, hein, une sorte de petit artbook. Vous pourrez aussi ajouter, pas des sleeves quelque part, non, les sleeves non, mais des promo packs, pardon. Il y a aussi Monolith, donc la précédente campagne, qui est également disponible durant la campagne. On continue avec le shipping, cette fois-ci. Pour l'Union Européenne, 17, 20, 23, en fonction du pledge que vous allez choisir. Si vous êtes en Europe, mais pas dans un pays qui fait partie de l'UE, c'est 21, 24, 27. Ensuite, Canada, 24, 28, 31. Et pour nous, au Japon, ce serait potentiellement 34 à 40 € de frais de port. Voilà ce qu'il en est pour Skytier Horde Campaigns, la nouvelle campagne, la 3e itération dans l'univers de Skytier Horde, qui pour l'instant s'en sort très très bien, considérant, c'est de l'anglais ça, considering, si on prend en compte le fait qu'ils ont déménagé eux aussi sur GameFound. 1400 backers pour l'instant, 13 jours avant la fin de la campagne, et 150 000 € d'engrange. On reste sur GameFound, cette fois-ci pour parler de Europa Universalis, T-Pop. À quoi ça correspond? Si, The Price of Power, ok, c'est ça, The T-Pop, Defying Destiny Expansion plus Reprint. Donc là, on a une réimpression de Europa Universalis, The Price of Power, plus une extension apparemment, l'extension Defying Destiny. Ça nous vient de Aegir Games. Avait-il déjà fait des campagnes sur GameFound? Il y avait le Pledge Manager de Europa Universalis déjà, mais c'est sorti quand ça? Je n'ai pas souvenir. Je me souviens même pas d'en avoir parlé. Je vous avoue que là, je suis un peu paumé. Je sais plus du tout de quand ça date. Là, c'est clairement pas une page de campagne. C'était juste du Pledge Manager, j'ai l'impression. Donc, ça devait être une campagne sur Kickstarter à l'époque, à mon avis. Si je regarde la première news, janvier 2024. Donc, bon, écoutez, je sais pas. Mais ça devait être certainement un Kickstarter à l'époque. Peut-être que je l'avais zappé ou peut-être que je l'avais traité et que j'ai oublié entre temps. Quoi qu'il en soit, Europa Universalis, à chaque fois que je vais prononcer Europa, je vais prononcer différemment. Europa, Europa, on s'en fout, ça dépend des langues. 1340 backers pour l'instant, 267 000 € d'engrangés 10 jours avant la fin de la campagne. C'est plutôt un beau succès encore une fois. Il s'agit ici d'un jeu de contrôle de territoire, un petit peu façon jeu de civilisation, mais sans toute la complexité que ça pourrait potentiellement recouvrir. Quoique, c'est quand même un jeu de 4 heures, donc va falloir s'installer tranquillement, se préparer quelques boissons, parce que ça va durer un petit peu 3 plombes quand même. C'est pour 1 à 6 joueurs, c'est jouable donc en solo également, ça reprend pas mal de jeux, ça reprend pas mal de mécanismes qu'on pourrait retrouver dans des jeux vidéo, donc on va chercher à s'étendre, à étendre son empire, à prendre possession d'autres régions contrôlées jusqu'alors par les joueurs adverses. Ici on voit une donnée un petit peu différente, on voit 2 heures et plus alors que l'on voit 4 heures. Laquelle de ces statistiques est correcte, je ne saurais pas vous le dire n'ayant pas testé moi-même le jeu. Mais bon, pour le reste c'est la même chose, hein. 1 à 6 joueurs, ouais, 14 ans et plus, ouais. Juste 2 heures et plus, 4 heures, allez savoir. Et donc la nouvelle extension que l'on voit ici, Defying Destiny. En tout cas, visuellement ça présente plutôt pas mal. On a donc une carte de l'Europe, globalement j'imagine, ça doit être à quelle époque ça d'ailleurs, j'ai oublié de checker l'époque, mais visuellement ça ressemble à du 14, 15e, peut-être la Renaissance, quoi, en gros. Mais donc, ça présente plutôt pas mal. Le matos a l'air d'être relativement quali, sans être non plus ébouriffant. D'entrée de jeu, on nous met les niveaux de pledge, avec ici l'édition Deluxe, avec la réimpression, 180 €. Ça pique quand même, hein. Ça pique un petit peu méchamment même, hein. Un petit PIB du Tadjikistan dans les dents là quand même, hein. On va hypothéquer la baraque, mais bon, en même temps, vous voyez que la Deluxe, il y a quand même pas mal de miniatures de ci de là. Alors il n'y a pas que des miniatures, il y a aussi des meeples, mais il y a aussi des miniatures, et il y a quand même masse de tokens dans tous les sens, quand même 225 et plus tokens, il y a masse de cartes bien évidemment aussi, on aura des plateaux de joueurs pour chacun des 6 joueurs potentiels, on aura du game trace, enfin un simili game trace, un insert en plastique en tout cas, c'est peut-être même un game trace, je ne sais pas. Bref, il y a quand même pas mal de matos, mais quand même, bon, pour le matos que l'on voit ici, ça a l'air d'être quali certes, mais 180, ça me semble quand même très très cher. Vous me direz ce que vous en pensez, moi ça me semble quand même un petit peu exagéré. Ensuite, pour ceux qui auraient déjà Europa Universalis, vous pourrez mettre la main sur la nouvelle extension, donc Defying Destiny,
Qu'est-ce que ça vient ajouter? Je n'ai pas checké suffisamment en détail, et en plus ça fait 2 jours, donc j'ai un peu oublié entre-temps, mais vous aurez différents nouveaux royaumes, en gros, que vous pourrez incarner, j'ai l'impression, la Perse, Aragon, la Bourgogne, la Hongrie, le Maroc, etc., etc. Donc bref, encore plus de profondeur de gameplay, j'ai l'impression, avec l'insert plastique qui va avec pour loger toutes les nouvelles cartes notamment. Mais il n'y a pas beaucoup d'aspects visuels, si ce n'est que peut-être dans les updates, voilà, avec les updates pré-campagne, ils présentent un petit peu toutes les nouveautés. Alors par exemple, si je clique sur la Bourgogne, on peut aller voir la petite update dans laquelle il parlait de cet ajout qui était la Bourgogne. Alors j'imagine qu'on va nous présenter un peu plus en détail, voilà, quelques types de cartes, avec Charles Ier, avec Philippe IV que vous voyez ici. Bon, il y a quand même beaucoup de texte également. C'est pas forcément un jeu hyper sexy visuellement parlant. Les illustrations sont pas vilaines, mais par contre il y a tellement de texte dessus que c'est un tout petit peu indigeste. Mais bon, si on est fan de jeux de, comment dirais-je, de civilisation, de Simi 4X, contrôle de territoire, etc., ça peut être assez intéressant malgré tout. Ensuite, Defying Destiny plus un portrait de votre tronche, 170 €. Bon. J'ai sauté un pledge entre temps, il y a le Extended Standard Edition 135 €, donc là c'est du coup moins deluxifié que celle-ci, vous en doutez bien, mais ça reste quand même assez cher au final. J'imagine que voilà, les tokens par exemple sont un petit peu moins bien foutus peut-être, il y a peut-être un peu moins de matos également, je ne sais pas, mais bref, c'est moins cher, quoi, en gros. Ensuite, Returning Backer All-in Pledge, pour ceux qui auraient déjà backé la première campagne, mais qui voudraient l'extension plus tout le bling, donc tout ce qui est upgrade de matos, c'est 225 €. Donc c'est un poil cher, mais ça vient ajouter du néoprène, ça vient ajouter aussi de nouveaux scénarios, ça vient ajouter des plateaux double épaisseur, etc. Ça vient vous ajouter aussi des range cartes. Donc ça vient ajouter pas mal de choses en termes de deluxification. Donc si on est fan du jeu, ça peut être sympa si on est aussi fan de deluxification, ceci dit. Sinon le Newcomer All-in Pledge, donc là si vous voulez le jeu de base, l'extension et tout le bling, là ça monte assez cher encore une fois, 435 € pour ce pledge. Voilà, ensuite on peut choisir aussi un petit peu à la carte les add-ons qu'on pourrait éventuellement vouloir ajouter à son pledge, tel que par exemple des pièces de métal, ça fait toujours son petit effet à 25 € ceci dit. Voilà, pour le reste, on va passer assez rapidement. Il y a plein de vidéos également sur le sujet, mais je ne crois pas en avoir vu en VF, malheureusement. Le shipping, pour la Deluxe, au Canada c'est 32, Union Européenne c'est 15, Rest of Asia on sera à 55, ça pique. Et pour le All-in, ce serait 50 pour le Canada, 20 pour l'Union Européenne, 85 pour le Rest of Asia, ça pique méchamment. Voilà pour ce qui est de Europa Universalis, T-Pop, The Price of Power, ainsi que la nouvelle extension Defying Destiny, et éventuellement tout le bling qui va avec si ça vous intéresse. 270 000 € d'engrangés, 1400 backers, donc quasiment, 10 jours de la fin de la campagne. Bon, attention, on a du lourd, et en plus en français, avec le retour de Tsukuyumi, extension en masse, Amaterasu Rising. Pour l'instant, 130 000 € d'engrangés, à peu près 1000 contributeurs, 21 jours avant la fin de la campagne. Et il y a trop de trucs en fait. J'aurais presque dû le mettre dans les desserts, mais c'est pas un projet si attendu que ça en réalité. Donc je me contente de le mettre dans les plats principaux malgré tout. Mais c'est vrai que c'est une campagne extrêmement riche. Je vous montre en espace d'une seconde le contenu de la campagne. Là, je suis à peine au tiers. Donc il y a quand même beaucoup de choses, donc on va pas passer tout en revue, vous vous en doutez bien. Mais bon, en gros, Tsukuyumi est de retour après une première sortie il y a quoi, déjà 3-4 ans environ, je pense. C'est le nouveau jeu, une nouvelle campagne de Grey Fox Games, accompagné pour l'occasion, pour ce qui est de la VF en tout cas, de Don't Panic Games, que vous voyez ici. C'est un jeu qui a quand même plutôt eu un beau succès d'estime, même si en termes de succès commercial, j'ai l'impression que c'est un peu modéré. D'ailleurs, on le voit dans cette nouvelle campagne, 1000 contributeurs dans une semaine pourtant pas chargée. C'est pas fifou, hein, c'est pas non plus extraordinaire, mais bon, ça passe, ça passe. Et peut-être que le jeu aura un beau succès par la suite en boutique, hein, c'est bien possible. Mais quoi qu'il en soit, Tsukuyumi revient avec une réédition en fait, puisque le jeu a pas mal été streamliné, donc on va dire qu'ils ont un petit peu peaufiné leur jeu, ils ont retravaillé un petit peu les règles également, qui ont été un petit peu revues et corrigées, un petit peu simplifiées.
Et puis donc masse de petites extensions pour enrichir le jeu avec encore plus de nouvelles factions, factions qui seront toutes asymétriques pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement Tsukuyumi, premier du nom. Alors donc, pour rappel, c'est un jeu pour 14 ans et plus, pour 90 à 180 minutes, donc oui c'est un jeu assez long, hein, quand même 1h30 à 3h, pour 2 à 4 joueurs, voire même jusqu'à 6 si vous incluez certaines extensions. Vous le voyez ici, un jeu avec des tuiles hexagonales, avec différentes factions, bien sûr il y aura du contrôle de territoire, il y aura également des factions asymétriques en tout genre, il y aura des mines dans tous les sens. Ensuite, bah tiens, vous avez un petit peu un résumé d'ailleurs ici, je vois. Contrôle de territoire, je l'ai déjà dit. Essentiellement, gestion de main également, ce serait les cartes qui vont vous mener à faire des actions. Donc c'est hautement stratégique et hautement aussi asymétrique. Hein. C'est un gameplay assez différent d'une faction à une autre. Le how to play très brièvement, je vous montre un petit peu les petits gifs qui sont ici. Vous aurez donc pour chaque partie une sorte de setup, donc de map qui sera différente hein, d'une partie à l'autre, donc ce qui renforce aussi la rejouabilité du jeu. Ensuite, vous aurez également donc, le draft de factions, hein, chacun des joueurs autour de la table va choisir une faction différente, asymétrique bien évidemment. Le draft avec les résolutions des cartes, donc les cartes que je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, c'est un jeu qui sera fondamentalement orienté vers de la gestion de main, vous allez jouer une carte et ensuite eh bien, choisir d'appliquer les différents effets qui s'y trouvent. Avec différentes phases, hein, décomposées en phase blanche, phase bleue et phase verte, puis phase rouge, voilà, c'est quatre phases à appliquer au fur et à mesure. Ensuite, continuons, bah, il n'y a pas grand chose de plus pour ce qui est du gameplay, hein, c'est très succinct pour le coup. Le Why Back Now, on s'en fout un petit peu, toujours les mêmes excuses, un petit peu bidon parfois, enfin, j'exagère un petit peu, je suis un petit peu mauvaise langue. C'est pas forcément toujours bidon, mais bon, en tout cas, ils nous ressassent toujours un petit peu tous les mêmes choses, dont certaines sont plus ou moins défendables. Bon, le Essential Support, par exemple, là oui, carrément, un hein, petit éditeur, s'il n'y a pas de KS, leur jeu voit pas le jour. C'est pas toujours vrai, mais bon, on peut imaginer que ça les aide quand même pas mal d'avoir par exemple aussi la production du jeu assurée financièrement avant même qu'elle soit lancée. Ils n'ont pas besoin d'avancer eux-mêmes l'argent parce qu'ils l'auront déjà récolté via Kickstarter. C'est un peu un des intérêts de Kickstarter. Le Limited Availability, je suis pas très fan. On vous dit ouais ce sera super dur à trouver en boutique après les gars, ce sera super dur à trouver, baquez maintenant. Bah ouais mais bon en même temps il y a déjà une VF d'annoncer par putain j'ai pas de nom, Don't Panic. Du coup, si il sera en boutique, il n'y a pas tellement non plus de quoi s'affoler, calmez-vous. Donc voilà, ça c'est un peu plus. En plus, ça fait marcher la FOMO, quoi. C'est vraiment la peur de rater une campagne, donc maintenant, il faut l'acheter maintenant, quoi. J'ai pas le temps à perdre. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Et puis les exclusivités Kickstarter, ça par contre, ça peut être relativement intéressant et ça peut se justifier également. Ça peut être une raison suffisante de backer un jeu plutôt que d'attendre la sortie en boutique. Ça, pourquoi pas. Même si c'est un peu dommage pour ceux qui ensuite en boutique le découvrent en boutique et n'ont pas forcément toujours accès aux exclus. Le truc, ce qui est mieux en fait, c'est d'avoir des exclus gratuites pendant un KS, mais qui seront payantes ensuite en boutique par exemple. Ça, bon, à la limite, je pourrais comprendre. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Quoi qu'il en soit, vous avez aussi une petite présentation détaillée de ce que vous pourriez vouloir backer si vous êtes un backer de la première heure ou non. Donc par exemple, si vous êtes un nouveau backer et que vous voulez tout, c'est ce pledge-là, le New Backer All-In, 280 €. Par contre, si vous êtes un nouveau backer, mais que vous voulez seulement commencer un petit peu tranquillement dans l'univers de Tsukuyumi pour voir si vraiment c'est un jeu qui est fait pour vous, avant potentiellement de songer à obtenir les extensions, et ben vous prenez uniquement le Starter Pack, le jeu de base, en version 2.5, donc revu et corrigé, le tout pour 93 €, avec des game trays, avec des miniatures, ça coûte quand même toujours assez cher. Et si vous êtes un returning backers, donc si vous êtes un backer de la première heure, et que vous voudriez uniquement la nouveauté, par exemple, alors si vous voulez toute la nouveauté, c'est quand même 135 €, parce qu'il y a quand même, vous le voyez, 2-3 extensions, peut-être même plus que ça, je crois qu'il y en a 4, 1, 2, 3, 4, 5 extensions, plus un upgrade pack que vous voyez ici. Donc tout ça pour 135 €, ou sinon, vous pouvez aussi choisir le upgrade pack, et ensuite aller chercher à la carte les différentes extensions qui vous intéressent ou non. Les pledge levels, vous voyez ici en détail le V2.5 All-In, donc jeu de base, nouvelle version, plus les 4 extensions, ça fait quand même 280 €. C'est cher, mais il y a encore une fois masse de miniatures, il y a du game trace dans tous les sens, il y a quand même beaucoup de matos, mais bon, faut être sûr de son coup. Le Returning Backer All-In, donc pour ceux qui auraient déjà backé, qui voudraient seulement les extensions ainsi que le Upgrade Pack, c'est quand même 135 €.
Le V2 Starter Pack, donc uniquement jeu de base, 93. Le Returning Backer Upgrade, 40. Plus, ensuite à la carte, vous choisissez ce que vous voulez ajouter. Les extensions, vous les voyez ici, il y en a donc 4. Comme je disais tout à l'heure, il n'y en a pas 3, 4 en fait. Amaterasu Rising, donc c'est l'extension principale, celle qui donne le nom, enfin le titre à la campagne Kickstarter que vous voyez actuellement. Ensuite, il y a aussi New Dawn, qui est donc nouvelle également. Et alors, je m'aperçois maintenant que Amaterasu Rising et New Dawn sont les deux seules nouvelles. En réalité, Forces of Nature et After the Moonfall n'ont pas le petit écriteau new à côté, donc ça devait être présent déjà dans la première campagne, j'imagine. Quoi qu'il en soit, chacune de ces extensions coûte 60 € en add-on, ou si vous prenez le Returning Backer plus à la carte des extensions qui vous mentent, par exemple. Donc éventuellement, si vous avez déjà Forces of Nature et After the Moonfall, vous pourriez vous en sortir pour 120 plus le upgrade 40, donc du coup 160 €, c'est quand même assez cher malgré tout. Alors ensuite, continuons. Bon, il n'y a pas de dés, il n'y a pas de facteur chance a priori dans le jeu. Ensuite, grosse asymétrie, donc des possibilités infinies avec une énorme rejouabilité, à imaginer des combos, des synergies dans tous les sens. Un petit peu d'aperçu également de ce qu'il y a dans la boîte, ne serait-ce que dans la boîte de base, il y a quand même 121 miniatures dans la boîte de base à elle seule, donc vous voyez que c'est quand même un jeu quand même très bien produit, on va dire, avec les différentes tuiles qui vont composer la map centrale également, les différents tokens qui ont l'air d'être relativement bien foutus. En termes de qualité de production, on est quand même sur un jeu qui est quand même vraiment dans le haut du panier, avec des game trays qui plus est, les différentes factions et leurs miniatures, avec une couleur appropriée, enfin une couleur attribuée à telle ou telle faction, pour mieux les reconnaître, et ça évite éventuellement d'avoir à les peindre. Extension After the Moonfall, qui elle du coup existait déjà, hein, c'est pas nouveau pour le coup. Extension Forces of Nature qui elle aussi existait déjà. Par contre les deux prochaines, voilà, celle-ci par exemple est nouvelle. New Dawn avec cette fois-ci les Chrono Masters. On a quoi d'autre encore? On a d'autres factions. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a moins deux je crois, non? Chrono Masters, ça c'est quoi ça? Des Oni, Crusade, c'est pas une faction à proprement parler. De nouvelles cartes, de nouvelles tuiles. Les Sisters of Seven, ok. Et donc Amaterasu Rising, qui vient en plus ajouter des gardiens, une sorte de kaiju, si vous connaissez un peu le vocabulaire japonais, façon Godzilla, quoi, en gros, qui vont foutre un petit peu le dawa sur la carte. Plein de nouveaux tokens, de nouvelles zones également, du game trace dans tous les sens, de nouvelles cartes, etc., etc. Donc encore plus de ce qui faisait déjà le sel de Tsukuyomi, quoi, en gros, j'ai l'impression. Hein. Vous avez aussi le Upgrade Pack pour ceux qui auraient le jeu d'origine, mais qui voudraient justement mettre à jour leur jeu avec les règles streamlinées, avec les petites nouveautés de ci de là. Voilà, ensuite on va continuer sans trop prendre trop de temps sur les détails pour aller voir les frais de port. Est-ce qu'il y avait à tout hasard du français quelque part? On a un francophone ici avec Easy Board Game, Ashraf, il est francophone mais il fait des vidéos en anglais. Du coup, apparemment, il n'y a pas de contenu en français. Dommage. Alors, pour le shipping. Pour le Canada, 37, 27, 19, 30, plus 7 pour copie additionnelle. C'est un peu le dawa. Ils auraient pu faire ça par ordre croissant, ça aurait été un peu plus... Bon, en même temps, vous regardez le pledge qui vous plaît et vous regardez le prix qui correspond, c'est pas quand même très complexe non plus. France-Belgique, c'est ce cran ici, donc 37, 26, 17, 28, plus 7 pour des copies additionnelles. Ensuite, pour nous qui sommes au Japon, par exemple, ce serait 75, 33, 23, 37, 13. Le 75, il fait un petit peu peur quand même. Voilà, pour ce qui est donc de Tsukuyomi Amaterasu Rising. 21 jours avant la fin de la campagne, on est à 974 contributeurs et 130 000 € d'engrangés. Il ne reste donc plus qu'un seul projet, mais bon, on est vendredi soir, il reste qu'un seul projet, c'est même pas un dessert, j'ai la flemme, du coup je le ferai demain soir, même si pour vous c'est dans 3 secondes et demie, mais juste par curiosité je vais checker, j'en suis à combien de temps là? J'en suis à 55 minutes. Autant vous dire que le pari de faire moins de 45, c'est râpé. Hein, même avec le montage, c'est râpé. Donc j'aurais pas tenu mon pari. C'est dommage. Mais bon, on va pas non plus bâcler trop non plus. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc du coup, on enchaîne sur le dernier projet de cette semaine. Bon, eh bien, l'heure est venue de parler du dernier projet de la semaine. Un projet qui fait parler, et en même temps, on peut le comprendre,
Parce qu'il s'agit ici d'une thématique un petit peu particulière, hein, dans laquelle vous allez incarner une danseuse, et encore, c'est un pléonasme, on va dire, hein. Ici il s'agit plutôt d'une stripteaseuse en réalité, dans Night Shift. Pas de VF pour l'instant en tout cas, mais ceci dit, je dis bien pour l'instant, car comme vous le voyez, on est quand même déjà à 2500 contributeurs au moment où je m'enregistre. Autrement dit, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le projet marche super fort. Bon, en même temps, elle a commencé, je dis elle, la créatrice du jeu, elle a fait de la publicité, la promotion de son jeu depuis déjà maintenant au moins 2 mois sur les groupes anglophones, et bien évidemment, ça a fait naître pas mal de comment dirais-je, de réactions diverses et variées, enfin pas si diverses que ça, en réalité il y a 2-3 types de réactions différentes. C'est un peu scandaleux parce que voilà, c'est pas une thématique qui devrait vraiment être associée aux jeux de société, ou au contraire, c'est du, comment dit-on déjà, du women empowerment, pour utiliser du vocable néo-féministe. Bref, il y a différents types de réactions, toutes un petit peu plus extrêmes les unes que les autres, mais il faut bien le reconnaître qu'au moins, la thématique est originale. Alors elle plaira pas à tout le monde, j'avoue que personnellement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, mais bon, au moins il y a le mérite de l'originalité. Night Shift, au-delà de ça, hein, c'est quand même 263 000 € d'engrangés en à peine 4 jours, et il en reste encore 27 avant d'aller chercher la fin de la campagne, donc on va certainement aller flirter avec les 4000, 4500, peut-être même 5000 contributeurs avant la fin de la campagne. Tout à l'heure, je mentionnais le fait qu'elle était créatrice du jeu. En fait, il s'agit de Caitlin, je crois, son prénom, que l'on connaît également apparemment, moi je la connaissais pas, sous le pseudonyme de Exotic Cancer, qui est également du coup le nom de l'éditeur qu'elle a créé pour l'occasion. Et j'ai checké un petit peu par curiosité, et du coup, elle a je crois 650 000 abonnés sur Instagram. Du coup, quoi, c'est une blogueuse, enfin une créatrice de contenu assez célèbre vraisemblablement, en tout cas j'imagine. Et donc elle s'est dit, en tant qu'ancienne danseuse slash stripteaseuse, je vais créer un jeu sur cet univers-là. Et il s'agit d'un jeu pour 1 à 5 joueurs, hein, qui dispose d'un mode compétitif, c'est le jeu de base on va dire, d'un mode en équipe, 2 contre 2, ou d'un mode coop, ou encore d'un mode solo dans lequel vous allez affronter la meilleure danseuse, la meilleure stripteaseuse du club. Pour des parties de 40 à 90 minutes, avec un rythme échevelé, 18 ans et plus bien évidemment, de par la thématique du jeu, vous l'aurez compris. Vous pourrez incarner un des 5 personnages que vous entreapercevez ici, Topaz, Emerald, Sapphire, Ruby ou Amethyst. Bon, on est sur du vocabulaire de pierres précieuses, hein, je pense qu'on ne pourrait pas faire beaucoup plus stéréotype, et en même temps, pour quelqu'un qui se donne vraiment la légitimité qu'elle a, parce que du coup elle a fait ce travail par le passé, donc on ne pouvait pas imaginer un peu meilleur profil pour défendre ce jeu, et en même temps elle retranscrit vraiment les stéréotypes que l'on a de ce genre de profession, avec notamment ce genre de choses là. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais au-delà de la thématique qui me parle pas du tout, je trouve qu'en plus de ça, les illustrations des filles, les illustrations sont assez vulgaires de manière générale. Enfin, je suis pas du tout conquis par les illus, mais bon, ça c'est encore autre chose. Maintenant, regardez un petit peu ce à quoi ça ressemble. Vous avez le plateau ici, avec votre club, avec l'espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de promontoire sur lesquels les danseuses vont danser pour séduire les différents clients que vous allez pouvoir accueillir au sein de votre club. Il y a bien sûr une salle VIP pour leur faire cracher encore plus de tunas, et aussi pour les clients un peu moins riches mais quand même intéressés, la private room pour leur faire dépenser un peu plus de thunes mais quand même un peu moins que la VIP room. Voilà. Et donc vous allez danser, vous allez essayer d'attirer certains clients en fonction de leur profil, est-ce que ça colle bien au vôtre, pour les attirer vers la private room, pour les attirer vers la VIP room, autant que faire se peut. Ils auront bien sûr, eux, différents profils, donc bien sûr, ça correspondra plus ou moins à vos attentes, à vos critères, et bien évidemment, parce que vous êtes quand même une strippeuse, une stripteaseuse, une danseuse, prenez le mot que vous voulez, vous allez vouloir bien sûr leur faire cracher de la thune, bien évidemment. Hein, parce que pourquoi bien sûr ne pas bénéficier un petit peu de la misère sexuelle d'hommes qui au demeurant sont pour la grande majorité complètement dégueulasses, hein, voilà.
avec un look un petit peu libidineux, voilà, ce petit sourire en coin dégueulasse de Gerald, à qui il ne faudra surtout pas rappeler la présence de sa femme et de ses enfants à la maison, parce que son seul et unique objectif, c'est la débauche. Voilà, donc les clients, on a les clients qu'on mérite aussi peut-être, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, le jeu a au moins comment dirais-je, l'ironie, presque sarcasme on va dire, qui fait qu'il évite un petit peu le manichéisme en retranscrivant un milieu assez sombre, mais sans forcément jeter l'opprobre sur les danseuses, ni même sur les clients, même si c'est vrai qu'ils sont quand même généralement assez dégueux. Bref, vous allez donc choisir votre personnage, ensuite vous allez chercher au sein du club les différents clients qui vous intéressent. Vous allez utiliser vos points d'énergie pour les attirer potentiellement vers la salle VIP, vers la salle de Private Room. Ils auront chacun des points de santé. Bon, pourquoi de la santé, je ne sais pas, mais bref, des points de loyauté pour éviter éventuellement de vous les faire piquer par d'autres danseuses dans le mode compétitif. Il y aura aussi des résultats si jamais vous réussissez à le séduire, si vous arrivez à le séduire, à l'emmener même jusqu'à la Private Room, voire même à la VIP Room. Dans chacune des deux pièces en question, vous aurez une sorte de mini-jeu. Là, par exemple, dans la Private Room, c'est une sorte de push your luck avec des boobs et des culs. Et puis dans la VIP Room, il y a encore un autre mécanisme. Bref, chaque petite pièce est un mécanisme à part entière dans le jeu. Et vous pourrez aussi pourrir les autres danseuses autour de la salle en gagnant des cartes de stage, de power cards que l'on voit ici, qui pourront vous aider vous, ou au contraire pourrir les autres filles autour, enfin les autres filles du jeu, qui peuvent être représentées par des gars bien évidemment. Bref, on a une forte intégration thématique du jeu, de par l'expérience de sa créatrice, même si elle n'est pas seule, il y a aussi un mec qui l'a aidé à créer le jeu. Ensuite, on a un gameplay hautement tactique, bon, hautement, je suis pas hyper convaincu pour le peu que j'ai vu, même s'il y a un vrai gameplay, hein, pour le coup, c'est un vrai jeu, c'est pas uniquement un truc pour faire le buzz en se basant uniquement sur la thématique. Ensuite, un jeu immersif, on pourrait dire également, facile à prendre en main, mais avec une certaine profondeur stratégique malgré tout. Qu'y a-t-il dans la boîte rapidement de Night Shift, le plateau central, les miniatures, les cartes qui représentent les personnages que vous allez incarner, ensuite un timer magnétique pour bien gérer le temps au cours de la soirée, des cartes de référence, donc d'aide de jeu on va dire, des dés, quelques tokens de ci de là, ensuite 56 cartes de clients plus ou moins dégueu, enfin Liam il va se suicider à la fin de la soirée clairement, Michael, même si je suis strippeuse, je passe pas 15 minutes avec lui dans une VIP room clairement, mais bon c'est encore un autre sujet. Les cartes de pouvoir, les cartes d'événements qui vont pouvoir éventuellement aussi moduler un petit peu le cours de la partie de manière différente, d'une partie à l'autre ce sera pas forcément la même chose, même si on aurait pu aimer avoir plus d'événements quand même, un peu plus de variabilité, parce que 5 c'est un peu léger, même s'ils ne sortent pas forcément dans le même ordre, c'est un petit peu dommage de ce point de vue là. Les cartes de Private Room, et puis la tunasse, parce que c'est quand même le cœur du jeu, bien évidemment. Il y a aussi une version collector, une collector édition un petit peu deluxifiée, et du coup, j'avoue que moi, bon, le jeu m'intéresse pas, mais si jamais je m'intéressais au jeu et que je voulais le prendre, je prendrais la collectors, pour la simple et bonne raison que j'aurais trop honte de sortir cette boîte-là. Voilà, clairement, je pourrais pas la sortir en public, cette boîte-là, hein, moi personnellement. Mais bon, après, c'est un biais cognitif. Mais par contre, si vous prenez la Collector's Edition, en plus d'avoir un petit insert, etc., un petit artbook, etc., vous aurez aussi voilà, ce petit discreet box sleeve, une sorte de couverture de boîte noire, avec petit logo en relief. Là, au moins, ça passe un peu inaperçu. Ensuite les miniatures, on s'en fout un peu, donc les 4 modes, je l'ai dit déjà tout à l'heure, un compétitif, 2 contre 2, coop ou solo. Les pledges, alors les pledges, on a un pledge de base à 80$, ça me semble quand même très très cher pour ce que ça contient. Il y a 5 miniatures, le reste c'est des tokens, des cartes, le plateau central. 80$, c'est quand même très très cher. Elle mène bien sa barque. Collector's Edition, 120$. Pour la Magnetic Box, bon là, une boîte magnétique, c'est vrai que ça rajoute un petit peu quand même de tunas à dépenser, bien sûr. Sinon, même chose que les composants de la Core Box qu'on a vu ici, mais il y a aussi quelques petits upgrades qui sont détaillés ici, avec des effets holographiques de ci, de là, le petit artbook, la carte de Diamond, qui sera donc votre adversaire si vous jouez en solo par exemple, la petite box sleeve qu'on a vu tout à l'heure, etc., etc. Donc quelques petits éléments de deluxification. Et en add-on, vous pourrez prendre un set de miniatures supplémentaires,
Personnellement, je suis pas très fan non plus des miniatures. En même temps, j'étais pas très fan non plus des personnages de base. Ensuite, continuons. Voilà, Caitlin, donc la créatrice, accompagnée par Ash, donc c'est une équipe de 2 personnes qui ont créé ce jeu. C'est elle donc qui a genre 650 000 abonnés sur Instagram, si mes souvenirs sont bons, et Ash qui est également son fan numéro 1. Ça sent un petit peu le simp, mais bon, on a le droit d'être ce qu'on veut en même temps. Le livret de règles est disponible ici. Encore une fois, hein, c'est un vrai jeu, il y a un vrai gameplay qui est pas inintéressant au demeurant. Moi, si la thématique me parlait un petit peu plus, j'aurais pu m'intéresser au jeu. Là, vraiment, j'ai eu du mal. Mais, ceci dit, bon, il y a un vrai jeu. C'est pas non plus un jeu expert super profond, etc. Mais il y a un vrai jeu, c'est déjà ça. Continuons. Les BGG ratings, bon, pour un projet qui n'est pas encore sorti, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est vrai que les retours sont généralement plutôt positifs, mais bon, en même temps, on met jamais en avant des retours négatifs, bien évidemment. Et puis en même temps, de l'autre côté du spectre, sur BGG, vous avez des personnes aussi qui mettent 1 parce que la thématique. Voilà, c'est tout. Ce qui n'est pas très intelligent non plus. Le shipping. Le shipping, au Canada, c'est 27$. En Europe, c'est 28$. Quand même un petit peu chéro. Pour la Suisse, 48$ à dépenser. Ensuite, pour nous qui sommes en Asie, Rest of Asia, Xavier, hein, clin d'œil, 34$ éventuellement pour ceux qui seraient intéressés par Night Shift. Notez aussi que Night Shift pourrait normalement, si tout se passe bien, être livré d'ici Noël ou début 2025. Voilà donc pour ce qui est de Night Shift, avec le petit effet holographique des cartes si vous prenez la Collector Edition. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. Voilà pour le projet qui fait un petit peu parler de lui cette semaine pour des bonnes ou des mauvaises raisons. 2500 contributeurs, 260 000 € d'engrangés, 27 jours avant la fin de la campagne pour Night Shift. Du coup ça donne chaud, faut boire un petit peu de flotte maintenant. À la vôtre. Hein, dites-moi si vous prenez ce menu crowdfunding en même temps qu'un petit apéritif, que le petit déjeuner, que le déjeuner, que le dîner, que sais-je, hein, voire même lorsque vous êtes dans un club de striptease, auquel cas si vous me regardez dans un club de striptease, je suis un tout petit peu inquiet et flatté en même temps. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de week-end ou un bon début de semaine selon le moment où vous regardez ou visionnez cette vidéo. Je vous souhaite bien évidemment de passer beaucoup de bon temps seul ou en famille ou avec une stripteaseuse ou avec un stripteaseur potentiellement. Amusez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Et à la prochaine!